Bonjour à tous, nous venons de vivre une semaine absolument catastrophique au niveau géopolitique, malheureusement. Et suite à une politique discordante de Donald Trump notamment, nous avons peut-être à cause de cela ces drames qui ont survenu au mois de mai et surtout cette semaine, ce jeudi matin, deux supertankers très polluants ont été attaqués. Un supertanker norvégien et japonais qui ces deux supertankers correspondent à des intérêts japonais, bien évidemment, lors la même journée, lors de la visite de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Alors, bien évidemment, les coïncidences n'existent pas et le hasard, bien évidemment, il faut le mettre dans l'ordre de la fantaisie. Hein. Bien évidemment, le hasard n'existe pas, surtout dans ce type de séquence, bien sûr, on le sait. Et on va essayer de décortiquer toute cette séquence catastrophique, bien sûr, parce que là, l'escalade, bien évidemment, est là et ça risque d'être compliqué. Les uns et les autres s'accusent et évidemment, dans cette vidéo, je vais en parler, bien sûr, mais surtout aussi de cette première séquence qui sont les accords nucléaires iraniens, bien sûr, parce que c'est là dont la discorde vient, c'est-à-dire le retrait des accords nucléaires iraniens des États-Unis de la part de Donald Trump, qui crée donc la discordance. J'en parlais précédemment, dans mon décryptage final, partie 3 du magazine The Economist, The World in 2019, et que donc, voilà, nous avons des répercussions, encore une fois, géopolitiques. Je l'ai fait dimanche dernier, et le jeudi d'après, nous avons cette séquence malheureuse. Bien sûr, alors, quels sont ces accords nucléaires iraniens mis en place par Obama ? Parce que c'est très important, avant de comprendre la situation géopolitique au détroit d'Ormuz, et deux autres onglets, bien évidemment, pour comprendre les points de vue de ces deux États-nations que sont les États-Unis et l'Iran. Alors sur France Inter, classique, hein, de toute façon c'est classique. Il n'y a aucun problème là-dessus, bien sûr. Que contient l'accord nucléaire iranien dont les États-Unis se sont retirés? Ça a été publié le 9 mai 2018. C'est très important et très intéressant. Cela veut dire que Barack Obama avait des plans et Donald Trump en avait d'autres. Tout simplement. Donald Trump, qui n'a eu de cesse de dénoncer le pire accord conclu par Barack Obama, a annoncé mardi soir le retrait américain. Mardi soir, c'est-à-dire, on est bien d'accord, donc finalement le mardi 8 mai 2018, le retrait américain de l'accord nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par Téhéran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Donc c'était, on va dire, du donnant-donnant, et là on voit bien les accords nucléaires iraniens viennent en 2015. L'accord ONU par Donald Trump a été signé le 14 juillet 2015 à Vienne entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni. Puis l'Allemagne, après 21 mois d'âpres négociations, il a été entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 juillet 2015 et a été entré en vigueur le 16 janvier 2016. Il prévoit une levée progressive et conditionnelle des sanctions contre l'Iran en échange de la garantie que Téhéran ne se dotera pas de l'arme atomique. L'Iran s'est engagé à réduire ses capacités nucléaires, d'abord en divisant par 2 le nombre de ses centrifuges en activité, servant à enrichir l'uranium, et en s'engageant à ne pas dépasser ce nombre pendant 10 ans. Ensuite, en modifiant ce réacteur à eau lourde d'Arak, de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire. Alors, cet encadré est extrêmement important, bien sûr, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment et ce qui se passe. Les accords de Vienne. Très important de comprendre la genèse de la discorde. Les accords de Vienne empêchaient l'Iran donc de fabriquer une bombe atomique. Uranium enrichi à 98% permet de fabriquer une bombe atomique. Les centrifuges permettent d'enrichir l'uranium pour fabriquer une bombe atomique.
Les 3/4 sont mis sous scellé de l'IA pour que le breakout, duré pour produire la quantité nécessaire à l'énergie atomique, passe de 3 mois à 1 an pendant au moins 10 ans. Donc leur nombre, 160, 2015-2000, et finalement, ça prévoit finalement de ralentir et donc d'être à 5060 centrifugeuses. Le Ranoche a plus de 3,7. Tout le stock doit être expédié hors d'Iran, ou dilué justement. Or, celui du réacteur recherché de terrain à moins de 3,7% par kilo, pas plus de 300 kg pendant au moins 15 ans. Donc c'était vraiment pour ralentir ce projet. Et donc, IAEA, les contrôles, peut contrôler les sites sans avertissement, hein. Comme nous dans les entreprises, voilà, visite qualité, on va dire entre guillemets, hein. Parc de centrifuge pendant 20 ans, production de concentré d'uranium pendant 25 ans, dont les sites militaires après une procédure de dialogue, enquête possible sur les activités passées. Pour continuer sur le plutonium, permet de fabriquer une bombe atomique, modification de la centrale d'Arak, impossibilité de produire du plutonium militaire, aucun autre réacteur capable d'en produire ne sera construit pendant au moins 15 ans. Donc voilà les accords dont Donald Trump, les signataires, on les voit, hein, les signataires primordiaux, comme je disais, avec l'Union européenne. Donc en échange d'une levée progressive des sanctions. Donc Donald Trump s'est retiré et donc les sanctions sont remises. Donc, les sanctions américaines, hein, finance, énergie, transport et ONU ont été levées à partir de 2016. L'embargo sur les armes lourdes pendant 5 ans, sur les missiles balistiques qui est maintenu pendant 8 ans, lié à la non-prolifération nucléaire maintenue pendant 10 ans. Donc ça pouvait être intéressant pour tout le monde, mais après Trump a ses raisons, c'est pas pourquoi il s'est retiré. Après, ça ne veut pas dire que l'Iran, parce que peut-être que lui, Donald Trump, parce que l'Iran, derrière, continue secrètement de produire, enrichir de l'uranium. Voilà, tout simplement. C'est la même chose par rapport avec l'Irak. On disait qu'il produisait avec la fameuse fiole de Colin Powell, voilà, j'ai la preuve, etc. On est dans cette même séquence administrative, malheureusement. Avec la fiole contenant dans le Trax, il me semble, à l'époque, en 2003. Donc là, on est à peu près dans la même séquence, avec des bateaux qui sont attaqués. Or, bien évidemment, Hassan Rouhani, le président de l'Iran, n'a aucune raison, en présence de Shinzo Abe en visite, d'attaquer des supertankers avec des intérêts japonais. Ça n'a aucun sens au niveau logique et raisonnement. Bien évidemment, si on a une réflexion un peu plus poussée, moi j'accuse personne, hein, bien sûr, mais avec un raisonnement plus poussé, on peut se dire qu'on veut faire réfléchir peut-être les Japonais, on veut peut-être avertir, donner un avertissement, etc., géopolitiquement. Parce que l'Iran n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, vu qu'ils sont déjà en difficulté au niveau des sanctions, etc. Donc avoir un allié de plus, c'était positif. L'accord prévoit également la visite régulière de tous les sites nucléaires et aériens par l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Depuis la signature de cet accord, l'Agence internationale pour l'énergie atomique a mené au moins de 400 inspections régulières et 25 visites de dernière minute et a systématiquement assuré que Téhéran respecte les termes de l'accord, après les accusations de Netanyahou le 30 avril, selon laquelle l'Iran aurait un plan nucléaire secret. Vous voyez, l'agence a répété n'avoir aucune indication crédible d'activité en Iran liée au développement d'un engin nucléaire après 2009. L'accord est entré en vigueur en janvier 2007, comme je disais, ouvrant la voie à une levée partielle des sanctions internationales contre l'Iran et aux investisseurs étrangers comme le groupe Total, qui en juillet 2017, à la tête d'un consortium international, a signé un accord avec l'Iran suivi en août par Renault. Et maintenant le retour des sanctions donc, pour terminer cette séquence. Les États-Unis vont rétablir les sanctions à l'issue de périodes transitoires de 90 à 192, donc c'est bien en mai 2018 pour l'instant. Elles viseront notamment le secteur pétrolier iranien, donc ça fait plus d'un an que les sanctions ont été rétablies quand même. Ainsi que les transactions en dollars avec la banque centrale du pays. Le département du Trésor américain précise
que le rétablissement des sanctions concerne également les exportations aéronautiques vers l'Iran, le commerce de métaux avec ce pays, ainsi que toute tentative de Téhéran d'obtenir des dollars américains. Avec ou sans les États-Unis, Paris, Berlin et l'Union européenne comptent maintenir le cadre existant négocié avec Téhéran. Le secrétaire général de l'ONU appelle d'ailleurs les signataires de l'accord hors États-Unis à respecter pleinement leurs engagements, mais les pays européens courent maintenant le risque de sanctions américaines. Non, mais c'est quand même vrai. Mais les pays européens courent maintenant le risque de sanctions américaines en commerçant avec leur Washington. John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, a précisé que le rétablissement des sanctions américaines est effectif immédiatement pour les nouveaux contrats, précisant que les entreprises déjà engagées en Iran auraient, elles, quelques mois pour en sortir. Alors, pour terminer cet onglet, c'est probablement à ça que fait référence ce passage de la déclaration conjointe publiée mardi soir par Emmanuel Macron, la première ministre britannique Theresa May et la chancelière allemande Angela Merkel. Nous exhortons les États-Unis à faire en sorte que les structures du JCPOA, non officielles de l'accord, soient gardées intactes et à éviter toute mesure qui empêcherait sa pleine mise en œuvre par les autres parties. À Berlin, le nouvel ambassadeur américain a sommé dès mardi soir les entreprises allemandes à cesser leurs activités en Iran. Donc voilà le contexte géopolitique actuel concernant l'accord iranien, parce que bien sûr, au niveau médiatique, on va nous parler d'attaque de bateaux, mais il faut comprendre la racine de la discorde par rapport aux accords du nucléaire iranien. Alors, géopolitiquement maintenant, au niveau géographique, pour le coup géopolitique, oui, comme le premier onglet, mais pour le coup, là, situation géographique dans ce contexte géopolitique, sur alterinfo.net, bien sûr, un article qui date du mercredi 25 janvier 2012. Mercredi 25 janvier 2012. La situation dans le détroit d'Ormuz, donc ça date pas de maintenant. C'est toujours intéressant, Téhéran ayant menacé de fermer le détroit d'Ormuz, les USA et le Royaume-Uni ont commencé à renforcer leur présence militaire dans la région depuis 2012. Donc à l'époque de Barack Obama. Donc c'est pour ça peut-être qu'il a mis en place les accords nucléaires iraniens, Barack Obama. Là, c'est une affaire à suivre. Alors, on le sait, près de 40% du trafic maritime pétrolier mondial transite par ce détroit. Juste une parenthèse, ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur le détroit d'Ormuz. Alors là, j'en fais une, malheureusement à cause de ce contexte, mais il y avait quand même quelques mois que je voulais en faire une. Plus précisément, mais là, ça parle plus peut-être au collectif. Peut-être. On a l'impression que c'est une justification pour moi, mais pour le coup, là, les gens sont peut-être plus attentifs par rapport à cette situation gravissime. C'est peut-être plus... les gens sont peut-être plus réceptifs, peut-être. Donc, les navires dans la zone de confrontation, en bleu, et les navires s'approchant de la zone de confrontation. Alors là, on voit le dispositif. Bien, je mettrai les onglets pour que vous voyez le groupe aéronaval américain et la Royal Navy britannique. Donc, on sent des tensions montées depuis 2012 et que deux supertankers attaqués, là je vois des bateaux uniquement anglais et britanniques, sans avoir de preuves. Donc c'est pour ça que je ne dis pas c'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que les deux derniers onglets, c'est justement le point de vue de ces deux États-nations. Avec un raisonnement toujours humble et logique et raisonnable. Bien sûr. C'est comme par rapport à Bachar al-Assad, qui n'a aucune raison de faire du mal à son propre peuple, alors qu'il était en train de gagner la guerre en avril 2018. Bien sûr. Et c'est quand même très important. Et peut-être que là-dessus aussi, je vais faire une vidéo, parce que c'est très important de comprendre ça, d'attaquer sans l'aval du Conseil de sécurité, parce qu'il y a la Russie et la Chine. Et voilà, on voit deux blocs. Voilà, on voit un bloc anglo-saxon, les Français qui fait des séquences, et un autre bloc qui essaie de bloquer. Donc on va vers malheureusement une sacrée confrontation. On voit bien dans le décryptage final de The Economist, une confrontation. On voit Donald Trump et Poutine avec les pipelines. Là, on s'approche du raisonnement du décryptage final, et malheureusement, ça m'aide un petit peu. Malheureusement. Parce qu'on parle de Poutine pipeline,
dans The Economist, et là, la séquence est ici, ah, malheureusement. Mais bon, c'est l'histoire du monde. Donc, c'est important à comprendre ce schéma-là, bien sûr, avec les bateaux de la Royal Navy, etc. Donc, là, le détroit d'Ormuz est l'une des principales voies maritimes pour le transport du pétrole en provenant des pays du Golfe. Les militaires iraniens s'étaient auparavant dit prêts à fermer le détroit au transit en cas de sanctions occidentales, comme maintenant en ce moment. Donc ça fait plus d'1 an que les sanctions sont mises en place. Et donc ça fait plus d'1 an que, finalement, même si le président a changé, mais que ce soit Ahmadinejad ou Rouhani, c'est pareil. En tout cas, par rapport à ce contexte-là, c'est sûr que ça ne changera pas trop, même si le parti politique est différent. Il en va de l'avenir de l'État-nation, de toute façon. Donc c'est autre chose, on est quelque chose dans un environnement quand même beaucoup plus élevé, hein, bien sûr, et c'est très important. Comme je disais, le militaire iranien s'est auparavant dit pas à fermer le détroit au transit en cas de sanctions occidentales contre les exportations pétrolières de l'Iran. En réponse, les États-Unis et le Royaume-Uni ont commencé à renforcer la présence militaire dans la région. Ça, c'est 2012. Puis on a eu les accords avec tout ce qui s'est passé. Donc il faut bien comprendre que cette séquence de 2012, elle nous revient après la remise en place des sanctions de Donald Trump. Et oui, cette séquence-là, elle revient. 1 an plus tard, on voit bien ce qui se passe, la catastrophe, en mai, et malheureusement, ce jeudi matin. Alors pour terminer cette vidéo, on a le point de vue de ces deux États-nations qui se renvoient la balle. Voilà. Sur Alter Info, toujours ça. Pour le coup, c'est un article du 13 juin 2019, bien sûr. Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable des attaques en mer d'Oman. Alors, évidemment, là, on n'est pas dans une question de preuve. C'est chacun son camp, et puis c'est tout. Avoir la vérité dans ce type de séquence, personne n'y va s'y aventurer. Il faut chacun avoir son propre raisonnement. C'est pour ça que moi, je donne ces informations au collectif très importantes pour améliorer notre raisonnement tout à chacun, humble. Et vous aussi, vous pouvez, avec vos commentaires, ajouter des raisonnements complémentaires collectifs. Pourquoi pas? Moi, je suis là. Et c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires et votre raisonnement. Toujours très important, bien sûr. Alors, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a accusé l'Iran d'être responsable des attaques menées jeudi contre des pétroliers en mer d'Oman, quasiment 1 mois jour après jour, après des attaques contre 4 navires, dont 3 pétroliers au large des Émirats arabes unis. Le gouvernement des États-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman, a-t-il dit devant la presse à Washington. Il a évoqué, à l'appui de ces accusations, des informations récoltées par les services de renseignement, les armes utilisées, les précédentes attaques contre des navires également imputés par Washington à Téhéran, et le fait qu'aucun des groupes alliés de l'Iran dans la région n'ait les moyens d'atteindre un tel niveau de sophistication. Il a estimé que l'Iran voulait empêcher le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz. 2 tankers norvégiens et japonais ont été la cible jeudi d'une attaque en mer d'Oman, en plein golfe, une région déjà sous tension du fait de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Pour terminer, pour Mike Pompeo, les actes attribués par les États-Unis aux autorités iraniennes dans la région représentent une menace claire pour la paix et la sécurité internationale. Une attaque flagrante contre la liberté de navigation et une escalade des tensions inacceptable de la part de l'Iran, alors que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a opposé jeudi en présence du Premier ministre japonais, comme je disais, à Shinzo Abe à Téhéran, une fin de non-recevoir aux appels du dialogue de Donald Trump. Le président des États-Unis a estimé qu'il était trop tôt pour ne serait-ce qu'envisager de trouver un accord entre les 2 pays ennemis. Là, pour le coup, retrouver un autre accord, ça va être compliqué. Nous ne sommes pas prêts et nous non plus, a écrit le milliardaire républicain. Voilà. Son secrétaire d'État a néanmoins réaffirmé que Washington souhaitait toujours que Téhéran revienne à la table des négociations le moment venu. On a eu des accords et Trump veut mettre d'autres accords. Pour l'instant, personne n'est prêt à refaire un autre pas. Et malheureusement, c'est l'Iran qui est plus en difficulté que les États-Unis dans cette affaire-là, malheureusement. Donc Téhéran, sur Sputnik News, pour terminer cette vidéo,
hein, le point de vue de l'Iran, bien sûr. Voilà, moi j'essaie d'être humble et de donner des informations comme ça. Je ne suis pas là pour prendre parti et c'est pas le but, c'est pas le but, hein, bien sûr. Téhéran cherche un lien entre la visite de Shinzo Abe en Iran et l'attaque contre des pétroliers en mer d'Oman. Un article aussi du 13 juin. Attaque contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman. Le fait que l'attaque présumée contre deux pétroliers en mer d'Oman soit survenue lorsque le Premier ministre japonais se trouve en visite officielle à Téhéran a interpellé le chef de la diplomatie iranienne, a qualifié de l'incident de suspect. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a laissé entendre que l'incident avec les deux pétroliers dans le golfe d'Oman pourrait être lié à la visite de Shinzo Abe en Iran. Des attaques syrianiques contre des pétroliers affiliés au Japon sont survenues lorsque le Premier ministre Shinzo Abe rencontrait l'ayatollah Ali Khamenei pour les entretiens approfondis et amicaux. Suspecté n'est même pas suffisant pour décrire ce qui a eu lieu aujourd'hui, a-t-il écrit sur Twitter. Donc, il a également ajouté que cette situation, la tenue du forum du dialogue régional proposé par l'Iran, était impérative à son tour. Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabeï, a estimé que Téhéran était prêt à coopérer avec d'autres parties de la région pour assurer la sécurité des voies maritimes stratégiques. Tous les pays de la région devaient faire attention à ne pas tomber dans le piège de ceux qui profitent de la sécurité régionale, a-t-il souligné. Donc là, on voit deux pétroliers auraient été ciblés par une attaque au large des Émirats arabes unis. Selon le ministère japonais du commerce cité par Associated Press, les deux pétroliers en question transportaient une cargaison liée au Japon. Et pour terminer cette vidéo, dernier paragraphe, deux pétroliers auraient été la cible d'une attaque considérée en mer le 13 juin, près du détroit d'Ormuz, un mois après qu'un incident similaire a eu lieu dans la même zone. Selon les sources maritimes, le front Altaïr et Kokuka Courageous, qui sont respectivement sous pavillon des îles Marshall et du Panama, ont été évacués et leurs équipages se trouvent en sécurité. Et bien évidemment, c'est le plus important. Donc là, on envoie peut-être un message. Voilà. À partir du moment où l'humain est sauvé, c'est vraiment le plus important. Effectivement, il y a une destruction matérielle. Voilà, c'est peut-être pour informer, menacer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ou envoyer un message géopolitiquement, voilà, entre les États-nations. Donc c'est un jeu de poker mental très dangereux pour l'humanité. C'est l'humanité qui risque de payer tout ça si ces deux nations entrent en guerre. Le problème, c'est que si ces deux nations rentrent en guerre, c'est un bloc contre un bloc qui rentre en guerre. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. L'Iran, il n'est pas tout seul. Il est avec un bloc. Donc c'est deux blocs qui vont s'affronter, ce n'est pas deux États-nations. Et c'est cette chose-là qu'il faut comprendre expressément. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que cette confrontation-là, si on en vient là, malheureusement, c'est deux blocs qui risquent de s'affronter. Malheureusement, on en payera tous les pots cassés. Malheureusement, donc c'est très important comme vidéo à partager, bien évidemment, et vos informations et vos commentaires, vos raisonnements sur la situation géopolitique est toujours intéressant. Bien sûr, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, c'est une semaine assez difficile. Il y a une autre vidéo qui vient juste après, concernant la situation économique, malheureusement. Donc, géopolitique et économique la même semaine. C'est une semaine désastreuse. Malheureusement, ne quittez pas, j'arrive juste après. En tout cas, merci à vous. N'oubliez pas les pouces levés pour cette vidéo très importante. Merci à vous pour vos abonnements. Je vous remercie. Et à tout de suite ou à la prochaine. Merci à vous.